Alors, c'est un texte dédié à Jean-Pierre Siméon, qui est venu ici à l'université de Strasbourg et que j'avais invité le 19 mars 2025. Petit texte pour l'accueillir. Jean-Pierre Siméon, le possible et l'impossible. Le moment de la découverte d'une œuvre poétique est primordial dans une vie. Si Jean-Pierre Siméon est poète, critique, romancier, dramaturge et traducteur, je dois dire que moi-même, j'ai vraiment découvert son œuvre grâce à sa pièce de théâtre Philoctète, interprétée par Laurent Tertieff en 2009. Je l'ai écoutée tout à fait par hasard, à un moment difficile de ma vie, dans une retransmission sur France Culture. À la suite de l'écoute de cette pièce, je me suis précipitée dans une librairie pour découvrir l'œuvre poétique de Jean-Pierre Siméon. Que fait une grande œuvre? Elle nous métamorphose. C'est ce qui m'est arrivé en lisant l'œuvre de Jean-Pierre Siméon. Jean-Pierre Siméon incarne la poésie d'aujourd'hui parce que son œuvre est toujours une question, jamais une réponse, toujours un risque, jamais un acquis, toujours un espoir, jamais une abdication. Ce choix décisif de la question du risque et de l'espoir se joue dans son œuvre à partir d'une interrogation sous haute tension sur le possible et l'impossible. Cette interrogation est posée dans le livre Petit éloge de la poésie 2021, qui est proche, à sa manière, je trouve, des Lettres à un jeune poète de Rilke. Dans ces livres, les deux poètes cherchent à dire, en quelques mots simples et essentiels, ce qu'est la poésie. On peut lire Petit éloge de la poésie au travers de deux axes qui le sous-tendent: définition de la poésie et fonction de la poésie. Définition de la poésie d'abord. Pour Jean-Pierre Siméon, s'impose en priorité le lien fondamental entre poésie et vie. La poésie est ce qu'il nomme un précipité fulgurant de la vie, un surcroît de vie, et la parole, écrit-il, advient quand il y a une vie sous les mots. Dans cette perspective, pour lui, la poésie n'est pas un ornement de l'existence, mais une nécessité vitale. Il reprend aussi la définition de la poésie par Reverdy, qui identifie poésie et émotion, cette émotion appelée poésie, et il propose de prendre émotion au sens ancien d'émeute. La poésie est ainsi pour lui une émeute du sens et des sens. Il comprend aussi la poésie en termes d'intensité, poésie, une parole qui est promesse de vie intense. Pour Jean-Pierre Siméon, la poésie est aussi indissociable d'une constante métamorphose de l'être et du monde. Énergie surgissante, continuel débordement, mouvement perpétuel et perpétuelle métamorphose. Avec Georges Haldas, Jean-Pierre Siméon insiste sur la primauté de l'état de poésie qu'il définit comme état incandescent de la conscience propre à percevoir des liens et des affinités entre les lointains et les contraires. Ces définitions de la poésie s'articulent autour de réflexions sur les fonctions de la poésie. Sous le signe de Novalis, Jean-Pierre Siméon comprend la fonction de la poésie dans son rapport primordial au réel. La poésie donne à saisir et à vivre l'épaisseur et la profondeur du réel. La fonction de la poésie est aussi d'être une constante attention aux mots, au moi et au monde, au sens où l'attention est la première des qualités humaines. Ce principe d'attention qui fonde la fonction de la poésie ne se dissocie pas d'un principe majeur d'empathie.
Il y a au fond de la position poétique une amicita, dit Jean-Pierre Siméon, au sens où Cicéron employait le mot. En accord avec le vers Dichterisch Wort der Mensch de Hölderlin, la fonction de la poésie, selon Jean-Pierre Siméon, est aussi d'aider l'être humain à trouver une autre façon d'habiter le monde. Et ici, la parole de Jean-Pierre Siméon se fait alarme, inquiète. Si l'humanité n'invente pas rapidement les moyens d'habiter poétiquement la terre, elle se promet une longue et douloureuse agonie. À cet égard, la poésie, selon Jean-Pierre Siméon, n'est pas loin de ce qui se cherche aujourd'hui sous le nom d'éco-poésie. Dans son œuvre, c'est en particulier le mythe d'Orphée qui prend en charge, comme chez Rilke, cette fonction de la poésie qui est de renouer avec le monde minéral, végétal et animal. Pour Jean-Pierre Siméon, la poésie se doit aussi d'être aujourd'hui un principe politique incarné par ce qu'il nomme une parole du nous. L'action poétique a un temps d'avance sur le projet politique. La fonction politique de la poésie ne se distingue pas pour lui d'un acte de fondamentale liberté. La poésie est le lieu d'une liberté sans limite. Et il faut citer ici le livre d'un précédent essai de Jean-Pierre Siméon, La poésie sauvera le monde, 2015, car ces deux livres semblent former une sorte de diptyque à vocation de salut. Si le premier livre insiste surtout sur la fonction sotériologique de la poésie vis-à-vis du monde, le second livre affirme aussi avec force que la poésie sauve la langue. Elle est le retour de la vie de la langue, en particulier grâce au rythme, grâce au souffle, cette décisive anima qui fait reconnaître le poème là où la langue respire, écrit Jean-Pierre Siméon. Pour Jean-Pierre Siméon, la poésie a aussi pour fonction de travailler à l'avènement du possible. Et ici, il cite Emily Dickinson, « J'habite la maison du possible ». On peut mettre cette fonction de la poésie, selon Jean-Pierre Siméon, comme intensificatrice du possible humain, en résonance avec le parti pris de Baudelaire. Baudelaire qui écrit « En décrivant ce qui est, le poète se dégrade et descend au rang de professeur. En racontant le possible, il reste fidèle à sa fonction. » Pour Nietzsche aussi, philosophe et poète, ce choix du possible est un choix majeur, comme il l'écrit dans Aurore. Oh, si les poètes voulaient enfin redevenir ce qu'ils furent probablement autrefois, des voyants qui nous racontent quelque chose du possible. De Baudelaire à Nietzsche jusqu'à Jean-Pierre Siméon, la poésie choisit le possible. La question du possible est si urgente en poésie que Jean-Pierre Siméon la reprend, cette fois non plus dans la prose de l'essai, qu'est Petit éloge de la poésie, mais dans les vers de son dernier livre, Avenir, 2024, composé en 3 mouvements au titre performatif, Déserter la mort, Horizon poésie, et à présent, soyons un chant. Cette fois, Jean-Pierre Siméon noue la question du possible à celle cruciale de l'impossible. La clé de voûte de ce livre est ce que Jean-Pierre Siméon nomme, dans un dense prologue, le courage de l'impossible. Je cite, « Il y a toujours devant nous au moins 2 avenirs, le renoncement ou le courage de l'impossible. » Cette sorte de courage dont la poésie est l'essai et l'éloge. On se souvient que Rimbaud a intitulé un poème d'une saison en enfer, justement, l'impossible. Se crée ici une filiation qui part de Rimbaud et va jusqu'à Jean-Pierre Siméon. Le 2e poème du livre de Siméon, du possible et de l'impossible,
souligne encore la consubstantialité de la poésie et de l'impossible. Je cite encore, « Nous parions sur l'impossible. Quiconque aime et est aimé réalise l'impossible. » J'appelle cela l'impatience de l'impossible. On peut penser ici à une phrase du philosophe Jean-Luc Nancy dans son livre Résistance de la poésie, qui écrit ceci: « La poésie doit faire le difficile. » Faire le difficile, selon Jean-Pierre Siméon, c'est risquer l'impossible. Mais qu'est-ce que risquer l'impossible? Dans Avenir, le parti pris de l'impossible coïncide d'abord avec une quête de la lumière, sous le signe de Goethe. Demandons comme Goethe, jusqu'au souffle dernier, de la lumière, de la lumière, de la lumière. Fait majeur, dans Avenir, Jean-Pierre Siméon cite au moins 2 fois les romantiques allemands, soulignant ainsi nettement que son œuvre s'inscrit dans la lignée des poètes de l'Athénaïum. Goethe, pour son désir de lumière jusqu'au bout, et aussi mis en relief en exergue de déserter la mort, Novalis qui écrit « Devenir homme est un art ». C'est cet art de devenir homme qui est le soubassement du livre. Parmi ses inspirateurs, Jean-Pierre Siméon cite aussi Rainer Maria Rilke, héritier direct du romantisme allemand. Je cite « Le bien clair murmure de Rainer Maria Rilke, être pour quelques jours le contemporain des roses ». Le romantisme allemand apparaît alors comme l'un des terreaux féconds de l'œuvre de Jean-Pierre Siméon, et on le comprend encore mieux en éclairant ce renouveau littéraire par l'intermédiaire du livre de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, L'absolu littéraire, théorie de la littérature du romantisme allemand. Si les 2 philosophes insistent sur le contexte initial de crise politique et culturelle, indissociable du romantisme allemand, c'est aussi face au constat intellectuel de crise des valeurs que Jean-Pierre Siméon choisit ce qu'il appelle le courage de l'impossible. Paris en faveur de la lumière, le parti pris de l'impossible ne se distingue pas non plus d'un pari en faveur de la beauté. Ôter le poisson de l'eau, on le sait, il meurt. Ainsi meurt lentement l'homme d'être privé de beauté. Qui perd la beauté perd son sang. Le parti pris de l'impossible est aussi inséparable d'une définition de la vie et de la poésie comme tension vers une pensée musicale. Nous aurions pour tout une pensée musicale et des mains de harpistes. On appellerait histoire de l'humanité la fabrique de ce chant. La poésie, définie comme courage de l'impossible, ne se distingue pas pour Jean-Pierre Siméon d'un refus du renoncement, comme le suggère le poème « Un cœur qui ne renonce pas ». Dans ce poème, Jean-Pierre Siméon identifie ce qu'il appelle dès le titre « L'avenir » à un refus du renoncement. Je cite « L'avenir n'est pas cette chimère d'un nouveau toujours neuf, ce sont les battements d'un cœur qui ne renonce pas. » Et Jean-Pierre Siméon de nommer les poètes du refus du renoncement dans la haute lignée desquels il s'inscrit. Quoi, vous ne les entendez pas? Relisez donc Rumi, Nerval ou Marina l'Écartelée. Ils sont la pulsation de tout poème. Marina désigne ici, bien sûr, la poète russe Marina Tsvetaeva, qui elle aussi est à l'avant d'une poésie qui refuse à tout jamais le renoncement. On se souvient ici d'une autre citation de Nietzsche, dans le Gai Savoir cette fois, qui définit le renoncement, toujours, selon lui, entaché d'orgueil. Je cite Nietzsche, « L'homme qui renonce, que fait celui qui renonce? Il aspire à un monde supérieur, il veut voler plus haut, plus loin que les hommes de l'affirmation. Il veut cacher à nos yeux son désir, son orgueil, l'intention qu'il a de voler au-dessus de nous. » Refusant le renoncement, Jean-Pierre Siméon refuse l'hybris
icarien de voler au-dessus de nous, refuse l'orgueil. Il entend, par une poésie du simple, nous accueillir dans une maison ouverte à tous. Enfin, le courage de l'impossible, qui est la pierre angulaire de la poétique de Jean-Pierre Siméon, ne se dissocie pas d'un acte politique, comme le suggère le poème justement intitulé « La poésie est un acte politique ». Je cite « La poésie est un acte politique. Tout poème, s'il court avec le vent, on attend patiemment un reflet d'aube dans les temps, ridiculise l'impératrice économique. Toute métaphore, aux ailes de papillon et libre comme l'air, ridiculise les décrets ministériels. Un vers de Verlaine par-dessus les toits, le moindre aphorisme flèche de feu de Georges Perros, le veilleur des embruns, renverse le gouvernement des consciences. Politique, la poésie est pour Jean-Pierre Siméon l'avènement de ce qu'il appelle la révolution. Mais la révolution qu'appelle la poésie n'est pas le bruit et la fureur. La révolution, telle que Jean-Pierre Siméon l'appelle de ses voeux, tient à un fil, le fil du silence. La révolution passera par le silence retrouvé, si grand silence dont le poème est la voix et l'espoir. Il n'est qu'un espoir, et la révolution instantanée du poème seul le prouve. À l'impossible, le poète est tenu. À cet égard, la poésie de Jean-Pierre Siméon est sous-tendue par une parole prophétique. C'est une citation de Blanchot qui, dans le livre à venir, nouant ensemble la question de l'impossible et de la prophétie en poésie, éclaire le mieux cette dimension prophétique de l'œuvre de Siméon. Notons d'ailleurs la proximité des deux titres, le livre à venir, Blanchot, et à venir, Jean-Pierre Siméon. L'assertion de Blanchot permet de méditer en profondeur Avenir de Jean-Pierre Siméon. Je cite « Quand tout est impossible, quand l'avenir livré au feu brûle, alors la parole prophétique dit aussi le pourtant qui brise l'impossible. » Cette dimension prophétique de la parole poétique de Jean-Pierre Siméon se donne à entendre à travers l'énergie dans la langue, à l'œuvre au plus profond de chacun de ses poèmes. D'où vient cette énergie dans la langue? Elle vient surtout du parti pris du rythme, au sens où Méchonique peut écrire non le signe mais le rythme, et du parti pris de la voix. En écoutant Jean-Pierre Siméon lire à haute voix, on se souvient de ce qu'écrit Borges dans ses conférences. Je cite « Lorsqu'on écrit des vers qui sont vraiment admirables, vraiment bons, on a tendance à le faire à voix haute. Quand un vers est bon, il ne se laisse pas lire à voix basse, en silence. Le vers se souvient toujours qu'il fut un art oral avant d'être un art écrit. Il se souvient qu'il fut un chant. C'est ce souvenir qui est à l'origine de la poésie vocale de Jean-Pierre Siméon. Je voudrais terminer en citant quelques vers du livre de poèmes de Jean-Pierre Siméon, Levez-vous du tombeau, 2019, dont le poème final est dédié à Aimé Césaire. Mais à la place du nom Aimé Césaire, figure de proue de ce poème, je voudrais inscrire le nom de Jean-Pierre Siméon lui-même. Nous avons besoin de toi comme jamais ici, aujourd'hui, dans notre îlot de détresse fade, en ce début de siècle. Merci Michel, merci à vous d'être là. Je suis très très touché de votre présence et je suis très touché de votre présentation, Michel, qui est généreuse, trop généreuse à mon avis, mais je me retrouve dans tous des mots que vous, absolument partout, évidemment. Alors oui, écoutez, avant de parler, on va parler, on va parler, je voudrais converser avec vous
Moi, je suis bavard, je peux parler longtemps de la poésie, je peux parler des heures sans m'arrêter, mais ça, c'est un peu insupportable quand même. Puis d'abord, on n'a pas le temps. Et j'aimerais plutôt répondre à vos questions, aux questions que vous pouvez vous poser sur, par exemple, sur les enjeux que je signale de poésie. Ce que a dit Michel est exactement, je pourrais signer, je l'ai dit tous les mots, mais c'est un parti pris. Vous comprenez bien que je ne détiens pas une vérité dogmatique sur la poésie. J'ai une conviction profonde qui me tient depuis que j'ai votre âge, et peut-être même plus jeune encore. Et cette conviction, elle est une conviction, c'est pas une certitude. Il n'y a jamais de certitude qui vaille, à mon sens, n'est-ce pas? Mais c'est cette conviction qui me fait être parmi vous et qui m'a fait agir toute ma vie. Donc là, je veux bien qu'on discute, n'est-ce pas, de cette conviction. Vous n'hésiterez pas, je l'espère, à me poser toutes ces questions que vous voulez. Moi, quand j'avais votre âge, j'aurais jamais osé poser des questions dans un... Alors, vous avez compris, je dis simplement ça, que ce livre-là, il est écrit, évidemment, en plein en prise dans le monde que nous traversons tous et qui nous traverse, autant que nous traversons. Je ne peux pas écrire indépendamment, elle l'a dit tout à l'heure, dit Shopping, du monde dans lequel je vis, au cœur du monde et de l'histoire que nous vivons tous. Donc, évidemment, ce livre-là, il est, de mon point de vue, en tout cas, je l'ai voulu comme un manifeste, je vais le dire comme ça, à contre-feur, à contre-aide, à contre-mort, à contre-désespoir, à contre-désabusement. Les gens de ma génération, je ne suis pas tout jeune, vous savez, on est pourtant né en 68, intellectuellement, vous voyez, mon tour de révolution comme ça. Les gens de ma génération que je côtoie sont la plupart du temps abattus, consternés, des épaules voûtées, la tête en bas, accablés par le monde, accablés au sens propre, n'est-ce pas, pesant. Et moi je leur dis, oui, mais alors, et les jeunes de 20 ans aujourd'hui, si vous êtes accablés, alors eux, qui ont toute la vie à faire, alors je leur dis, on n'a pas le droit à la fatigue, je l'ai écrit. L'espoir n'est pas une option, un choix, une possibilité. L'espoir est une obligation, une nécessité, un devoir. On n'a pas le choix. Sinon, quoi? On devient des jouisseurs cyniques, quand on en a les moyens, ou des êtres complètement effondrés et amers. Donc voilà, j'ai essayé d'écrire un livre qui traite ces questions-là, en poème évidemment, pour rendre sensible cette pensée-là en poésie, et qui soit, comme le S l'indique, n'est-ce pas, qui soit l'ouverture d'un possible. Et ce possible, c'est vu. Voilà, j'ai écrit vraiment ce bouquin, franchement, je vous le jure, c'est pas parce que je suis là aujourd'hui, je l'ai dit dans plein d'endroits avant, j'ai écrit ça vraiment pour les jeunes lecteurs. C'est à eux que je m'adresse. Et ils ont le droit de le dire, t'exagères ou au nom de quoi. Mais enfin, moi, je vis au plus sincère que je peux. Voilà, à mon avis, j'ai envie d'ailleurs, il y a un poème là-dedans pour dire que les choses ne sont jamais simples. Et le poème qui clôt la dernière partie, qui est écrit, dédié à un jeune, un de mes anciens étudiants en Sciences Po, et qui s'est suicidé. Et ça s'intitule La mort d'un avenir. C'est bien pour ça aussi que j'écris ça. Vous voyez? Voilà. Ah, maintenant, je suis à votre disposition pour dialoguer. Je vous oublie pas derrière. Hein. Oui. Excusez-moi, on me donne, mais je sais que vous êtes là. Donc, qui veut bien ouvrir par une première question cette possibilité de dialogue que nous avons. Oui, Hugo? Déjà, merci beaucoup, Jean-Pierre Simon, d'être ici avec nous. Lors de la lecture de votre recueil Avenir, il y a un certain constat que j'ai fait, c'est pas une opposition, mais en face à face entre les poètes et l'homme, l'humanité, et un constat amer que cette humanité va justement faire des avenirs faux sombres, pleins de guerres, l'opposition souvent entre les guerres, le consumérisme, tout ça, et la poésie, et la beauté, et l'amour. Et une question assez simple pour commencer, c'est qu'est-ce que vous ressentez, vous en tant que poète, en tant qu'homme qui constate ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez envers les hommes, envers l'humanité en général? Oui, à la fois de la colère et une immense tendresse. On ne peut pas ne pas avoir d'immense tendresse pour ceux avec qui on partage le destin et qui sont blessés ou qui sont blessants parce qu'ils sont blessés. Moi, je vis les choses comme ça. Je me suis toujours senti... J'étais un jeune engagé, militant, dans plein de causes, n'est-ce pas? Et j'ai toujours eu la passion du destin collectif. Je n'ai jamais écrit pour moi-même.
Et même quand j'écris les poèmes d'amour, c'est comme le disait Éluard, de l'horizon d'un seul à l'horizon de tous. D'accord ? C'est-à-dire que jamais je n'ai pensé la littérature, la poésie, que comme le moyen de témoigner auprès des autres d'une alternative, on va dire. Et ma prise de conscience progressive, elle est à travers des lectures que j'ai faites et à travers ma vie. Mais ce qui est, je crois, incontestable, c'est que ce que dit Novalis, devenir humain est un art. Déjà, devenir humain, c'est une tâche, c'est un travail. Un travail aussi bien pour chacun d'entre nous que pour l'humanité. Ce que je constate, moi, et que j'ai constaté très jeune, je suis né dans l'ombre portée de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'avais dans ma famille des gens qui portaient l'étoile jaune. Je veux dire que j'ai été hanté par ça, Auschwitz, là. Ce que je crois, et j'ai compris très vite, c'est que la vie est un combat contre la corde de la mort, comme disait Aragon. Mais la mort a beaucoup de visages. La mort, c'est pas seulement celle qui est naturelle dans notre vie, c'est la mort que nous faisons, que l'homme fait à chaque instant. Et c'est pas seulement la mort qu'il fait à Gaza ou en Ukraine, c'est la mort que nous sommes capables de faire à chaque fois que nous détruisons quelque chose en l'autre. D'un regard, d'un geste, d'un sourire, d'une inattention, d'une absence. Et moi-même, je dois, bien sûr, tenir compte de cette inhumanité en moi. La leçon, elle vient de Primo Levi. Vous savez, Primo Levi, si c'est un homme, tout le monde doit avoir lu ce livre absolu. Parce que on ne peut pas lire le monde sans être passé par là, à mon avis, aujourd'hui. Hein. Et donc, Primo Levi le disait très clairement, il était la victime à Auschwitz. Il était le déporté. Mais il avait en face de lui un homme qui était son tortionnaire, qui avait le même âge, la même qualification. Et il dit avec un courage inouï, pas dans Si c'est un homme, dans un livre de conversation, il dit qu'en fait, cet homme-là aurait pu être lui et il aurait pu être cet homme-là. C'est-à-dire, c'est une dichotomie, bien sûr, qu'on peut considérer simpliste, mais je crois profond. Nous portons tous en nous aussi bien une humanité native qu'une inhumanité native. Native. C'est-à-dire que nous portons en nous ce qui fait la mort, la peur. La peur qui crée toutes les violences, toutes les haines. Tout vient de là. Cette haine, cette peur, elle est native. Elle vient à l'enfant bébé, tout de suite. Nous la connaissons tous. Je crois vraiment ça. C'est-à-dire que le bébé vous imaginez, le bébé qui, la première fois, quitte les bras de sa mère ou de son père. De l'élève qui est déposé seul dans cette solitude première. Encore plus quand, au bout de quelques jours, il est seul dans sa chambre éventuellement. Vous voyez, cet arrachement-là, je crois qu'il crée quelque chose d'un sentiment profond de ce qui est notre condition à tous, quand même. Une solitude radicale devant le mystère et l'inconnu. Et ce qui remaille ça, comme disait Bonnefoy, notre ami qui est souvent ici, l'ami Bonnefoy, dit tout est toujours à remailler du monde et tout toujours est à réparer de nos peurs, de nos angoisses, de notre solitude, etc. Mais toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est devenir humain, c'est-à-dire dépasser ça. Dépasser les peurs, dépasser sa solitude. Et moi, je dis que ce travail d'humanité en nous, je l'appelle poésique. Je pense que c'est depuis toujours ce que la poésie manifeste, ce dont elle est l'écho, ce dont elle est l'apparition, le point de cristallisation. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout ce qui nous fait plus humains, qui récuse ce que je viens de nommer rapidement, tout ce qui nous fait plus humains est fondamentalement la part d'humanité de l'homme, et moi j'appelle ça, cette part d'humanité, la poésie. On va ajouter quelque chose. Mais L'amour, c'est disqualifié un petit peu de manière générale. N'empêche que c'est quand on aime quelque chose qu'on le fait le mieux. Et bon, l'amour est porteur. Et l'amour est, comment dire,
cet élan de vie ce chant, quelque part, qui nous porte à faire les choses vers l'humain, le côté humain des choses. Mais je trouve que, comme on sait pas trop ce que c'est que l'amour, on n'en parle pas, et puis souvent on discrédite. Et moi, je trouve que le fait que vous ayez mis à la fin Copico, Le pas trop que peintre au copipeau, c'est une manière de le glisser sans le panneau très visuel, de glisser que finalement le vaquer, c'est la mer. Vraiment d'accord. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les poètes. Connaissez un poète dans l'histoire de l'humanité, vous en avez eu beaucoup, mais moi j'en ai lu encore plus que vous, puisque j'en lis depuis toujours, depuis mon adolescence, tous les jours. Des poètes du monde entier, d'hier, d'aujourd'hui. Je peux lire aussi bien Théocrite de Mahabharata ou je sais pas quoi, moi, que le poète d'aujourd'hui, que Michel Fink ou Mayakovsky, enfin peu importe, n'est-ce pas? Et au fond, connaissez un poète qui n'ait pas parlé d'amour, ça n'existait pas. Et en fait, Éluard a résumé tout ça, justement, dans un titre qui s'appelle L'amour, la poésie. Au fond, oui, vous avez raison. On dévalue sans arrêt l'amour, on en fait cette chose badass et psychologisante, etc., on la réduire quelques-uns d'eux. Pour ça que j'ai écrit un livre à Banque, s'intitule Mes théories de l'amour, qui était une manière de redonner sens de mon point de vue, en tout cas, à ce dont vous parlez, vous. Oui, parce que ce qu'on nomme l'amour, évidemment, ça n'est pas tout ce qu'on en fait dans les scripts de séries télé, ou par exemple ce qu'on nous décrit en une page dans Femina ou dans Gala, je sais pas quoi, ou que les psychologues. Vous savez, j'ai écrit une théorie de l'amour, je vais répondre à ça, c'est important, je crois, parce que quand c'était le moment de la Saint-Valentin, février, c'est Saint-Valentin, alors tout le monde parle de l'amour, hein, à la radio, à la télé, dans les journaux, etc. Tout d'un coup, tout le monde s'excite et on parle de l'amour. Alors, et alors, qu'est-ce qui se passe? On intervient, on fait intervenir, on interroge. Je vous assure que c'est vrai, ça. Hein. C'est un jour, ça m'a pris à la gorge. J'écoutais, je lisais, etc. Et depuis quelques années, et on interroge des psychologues, des sexologues, des sociologues, des ethnologues, tous les zoologues du monde, tous les expertologues du monde qui veulent une parole segmentée, parce que comme si l'amour, c'était chaque fois une partie, vous voyez. Et ces gens ont une parole impérative, comme toute parole d'expert, dans une langue analytique et froide, n'est-ce pas? Et qui est surtout une langue combinatoire. Voilà comment vous devez aimer, comment vous devez embrasser, comment vous devez vous séparer, comment vous devez mourir. Et on vous dit quoi, hein? Mourir à l'amour, etc. Bref. Alors, et donc, j'ai dit, mais pourquoi on n'interroge jamais un poète? Alors que les poètes ne font que parler de l'amour. Et ils en parlent justement autrement. Voilà. Et alors, pour revenir à la question plus fondamentale de la poésie d'amour, c'est-à-dire que ce qu'on a amour, c'est, moi je crois aussi, l'amour évidemment qu'il soit pour l'autre, quel qu'il soit l'autre, un paysage ou un visage, qu'il soit un galet, qu'il soit un oiseau, qu'il soit une main tendue, l'objet de l'amour. Je parlais de l'amour de toute façon en général. Oui, voilà, c'est exactement ça, exactement. Et donc, c'est les poètes qui redonnent sens à l'amour. Qui en font le sens vital premier. Donne le sens à la vie plutôt que de... En art, beaucoup, on insiste sur des... Ça commence à changer, mais on insiste sur des choses, sur la dépression, le sang, le trash. Ouais, le trash, ouais. Voilà, et puis, alors qu'on pourrait... tendre vers un espoir, quelque chose de plus lumineux, qui... Et c'est un combat, je vais dire dans le poème, c'est un combat, bien sûr, les raisons du désespoir, les raisons de la défaite, de l'écœurement et du dégoût, elles abondent. Même pour moi, elles abondent. Moi, je me mets en colère tous les matins, je vous jure, je peux même pleurer en écoutant les informations. Enfin, je veux dire, ça me traverse, ça me prend à la gorge. Et on suis désespéré de voir que l'humain est si con. On n'a qu'une vie tous fragile. Elle est si fragile déjà, menacée de partout. Et l'homme invente sans cesse les moyens de tuer. Enfin, c'est invraisemblable. Pour moi, ça, depuis mon enfance, je le crois et je n'ai jamais admis. Et en face de ça, bon, c'est le constat premier. Les poètes ne sont pas des gens bénis. Oui, gentils, gentillés. Et ils nous disent, oui, premier constat, l'homme est inhumain. Et premier constat, il y a des raisons de désespérer.
Le pessimisme premier, je crois qu'il est une lucidité. Et je crois que la poésie est cette lucidité. Mais la poésie, elle se caractérise par le fait de ne pas s'en tenir là. C'est ça. De toujours... c'est le mouvement qui récupère justement le mouvement vital premier. On peut appeler Eros si on veut, etc. Peu importe. Cet élan hors de soi et vers l'ouvert, et vers l'ailleurs, et vers le grand, tout ce qui nous augmente et nous déprend de nous-mêmes. Et alors la poésie, c'est ça, c'est cet appel vers la vie, c'est-à-dire l'étreinte de l'infini et du monde inconnu qui nous tend les bras, n'est-ce pas ? Et donc je crois que la poésie est fondamentalement ce qui fonde l'humain. Qu'est-ce qui fonde l'humain ? Le fait qu'il se tienne debout. C'est l'homo erectus qui crée l'humain, et c'est-à-dire qu'il se lève, et quand il se lève, qu'est-ce qui se passe de crucial, de fondamental qui va créer l'humain ? C'est le regard ouvert. C'est tout d'un coup, avant il ne voyait que ses pieds, que la terre, et que, vous voyez ce que je veux dire ? Son périmètre, son carré, et donc son besoin immédiat, ou sa peur de ce qui se passe derrière, etc., n'est-ce pas ? Et tout d'un coup, il se lève, et quand il se lève, c'est extraordinaire, c'est tout l'immense qui s'ouvre à lui. Et le propre de l'humain, c'est, à partir de cette découverte, le pas vers l'inconnu. Le mouvement vers, le pas qui varrait, le pas ouvert. J'ai donné comme titre à un de mes livres, le pas ouvert. Et l'inhumain, c'est exactement le contraire. L'inhumain, c'est tout ce qui, au moment de cette ouverture extrême, et au moment où le désir, ce qu'on appelle le désir profondément, ce qui nous porte en avant, qui nous porte vers l'autre, au moment où ça nous emplit, eh bien, il y a le mouvement inverse, parfois. Parce que l'illimité, l'inconnu en face de nous, c'est l'inquiétude de nous, l'inconnu qui est peur. Et donc, moi, je dis, l'acte humain par excellence, c'est aller vers l'inconnu, c'est le pas en avant. C'est prendre le risque de la vie, le vol de papillon dans la neige. C'est d'aller contre ce réflexe immédiat de fermeture. À chaque fois que l'homme ferme tout, son corps, ses yeux, ses oreilles et sa conscience, ça va ensemble. Il se déshumanise. C'est le monde aujourd'hui. Il y a une grande vague, un tsunami de déshumanisation. Et on en voit simplement les symptômes, mais le fond, il est là. C'est la déshumanisation, c'est-à-dire la clôture, le refus de l'inconnu, de l'illimité du sens. La volonté de refuser l'inconnu, ça se traduit par une surenchère du connu et une survalorisation du connu. Ne vaut que ce que je connais, qui mange comme moi, qui parle comme moi, qui baisse comme moi, etc. Vous voyez ce que je dis très franchement. Et donc, cette rétractation de soi, autour de soi, ou avec ceux qui sont des doubles de soi, c'est le malheur du monde d'aujourd'hui. Ça fait après, bien concrètement, ce qu'on nomme les racismes, toutes les phobies du monde, et voilà. Et c'est l'anti-humain qui gagne. Pourquoi l'anti-humain gagne ? Parce qu'il est toujours menaçant, l'anti-humain. L'anti-humain ne peut être combattu que par plus d'humanité. Et cet effort de plus d'humanité contre l'humain, qui demande une lucidité sans compromis, on est en face à la corne de la mort, c'est ce geste perpétuel du poète de chercher et d'affirmer dans son poème la beauté. Ce qui s'oppose, l'amour, la beauté. Au fond, on trouve des mots maladroits pour dire quelque chose qui est le sens, l'or absolu de la vie que cherchait Rimbaud, c'est-à-dire l'or perdu de la vie. Tout poème, moi, me restitue l'or perdu de la vie. Et si la poésie est une sorte d'espoir, vous savez que, je cite ça quelque part, Jean Giono disait le poète est un professeur d'espérance, pas parce qu'il vous dit « Oh, ça va aller bien demain ». C'est simplement parce que le poème nous rapatrie au sentiment essentiel de la vie, au profond, la seule valeur qui compte, l'or perdu de la vie. Voilà, pardon. Je ressens une profonde fraternité avec ce que lui dit Père Nassim, Nasco Protaral. Je pense qu'incontestablement, l'amour est confère et l'axe central en nous autres poètes. Et je vais savoir si vous confirmez ce que j'ai pu comprendre de ce que vous dites concernant l'amour. Est-ce que c'est le sujet montant? Est-ce que c'est bien une empathie, mais en acte, hein? Donc, comme ça que le défi, vous pouvez dire, une empathie en acte, quelque chose qui reste pas à l'intérieur de nous, une possibilité, mais quelque chose qu'on activerait dans un agile, etc.
Pour moi, l'amour, ce n'est que le désir de l'autre, au sens de ce qui n'est pas moi, et même d'autres en moi. On a compassion pour soi-même et compréhension de soi-même quand on sait que, comme disait Rimbaud, je est un autre, hein, ou Michaud, je cherche un être en moi à envahir. Il y a un autre en nous, n'est-ce pas? Et quand on comprend l'autre en soi, qu'on le refoule pas, qu'on le rejette pas, qu'on le méprise pas, n'est-ce pas? Quand on essaie dans la compréhension de l'autre en soi, déjà on sort de soi, d'accord? De son enfermement. Mais alors, l'essentiel, c'est ce que vous dites. C'est, moi, André Chédid a eu ce vers formidable. Elle disait, grosso modo, la poésie ou l'amour, c'est un peu pareil pour elle, c'est sortir de notre étroite peau. Hein. Tout ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous donne accès au grand ailleurs, au grand autre, nous augmente, tout simplement, et relativise ce qui notre tourment, notre angoisse. Alors après, vous voyez, on peut appeler ça dans les civilisations et les cultures, ça s'appelle différemment. Hein. Moi, vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, je suis noir et je suis belle, fille de Jérusalem. Moi qui suis athée comme les pierres, je suis un fou des psaumes qui sont des grands poèmes. Et le Cantique des Cantiques est des plus poèmes qu'on ait jamais écrits. Vous voyez, mais parce que l'amour nomme ça. Ici, c'est pas seulement... enfin, vous le relirez. Mais par exemple, chez les poètes soufis ou les poètes taoïstes, alors, la grande poésie chinoise taoïste, ce que François Cheng relaie magnifiquement chez nous, c'est quoi? C'est nous dire, nous sommes tous partie prenante d'un grand autre. Et c'est ça qui redonne confiance à la vie. Nous ne sommes pas réduits à la petite chose que nous sommes, en quelque sorte. Où notre petite chose est grande, parce qu'elle est d'autant plus grande qu'elle est traversée du souffle commun. Donc, dès que vous recusez le souffle commun, l'illimité, l'immense, appelez ça comme vous voulez, le grand inconnu, qu'on appelle le mystère, j'en sais pas, enfin, c'est pas seulement le mystère, parce que c'est un mystère qu'on peut on peut traverser à Kému, et plus on le traverse, plus ce mystère devient nôtre, c'est un grand air que nous respirons, n'est-ce pas? Alors, moi je dis, et ça, profondément, c'est ça qui peut nous redonner courage et force. C'est se réunir à ce grand autre. Elle va le considérer comme une inquiétude ou une menace ou une peur, enfin, en tout cas, qui a un risque? Il y a. Les poètes sont les gens du risque. Ils savent bien si je me sors de moi-même et que je vais à l'autre, je prends tous les risques. Le risque de plus beau, d'être augmenté, de découvrir par les yeux de l'autre, avec l'autre, en l'autre, une autre part du monde, la part que moi je ne recèle pas. Et en même temps, je peux effectivement rencontrer ce que l'autre peut représenter souvent. La violence, le refus de moi, ou le mépris de moi, ou vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est sain. Rien n'est sain. Mais quand même, fondamentalement, ce que je crois, c'est que on revient à la question première. La poésie est un vœu d'humanité, toujours plus grand, compte tenu de l'inhumain qui nous investit tout le temps, qui nous menace. Et nous sommes beaucoup plus facilement inhumains qu'humains. Parce que l'inhumain, c'est facile. L'inhumain, c'est le renoncement. L'inhumain, c'est le découragement. L'inhumain, c'est la fermeture, la clôture. C'est mettre des verrons partout, des caméras partout, des grandes haies qui cachent le monde extérieur, le ciel, non, tout, quoi. Mais évidemment que nous sommes tous pareils. Nous avons nos verrous, nos caméras, hein, vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes en résidence surveillée, notre vie est en résidence surveillée. La poésie, c'est un bras d'honneur. Excusez-moi de le dire de façon triviale. C'est un bras d'honneur, une colère, une révolte. Vous voyez Artaud, ça va jusque-là. Voyez Rimbaud, bien sûr, mais voyez aussi Van Gogh, enfin, on peut parler de tous les arts, qui sont l'éloge de la sortie de ça, de tout ce qui nous enferme, nous contraint, nous immobilise. La sortie de ça, la sortie de soi, pour un mouvement quand même concret, ce qui est activé, qui se met en puissance en soi, pour un mouvement quand même effectif vers l'autre, sur activer ce potentiel. Mais oui, mais pour moi, monsieur, l'acte premier, c'est le poème. Parce que le poème est une adresse, c'est un appel à l'autre. C'est une sortie de soi, le poème. D'abord, on sort le poème de soi, c'est une expression. Et on exprime, c'est-à-dire on sort de soi, n'est-ce pas dire? Et la parole sort de soi, elle est livrée à l'autre. Ce qui est un risque aussi. N'est-ce pas, du risque que vous avez fusé encore là, et
Une vie sur mon on le poursuit souvent ce thème avec Michel dans notre discussion sur la nature de la poésie. Se renvoie aussi au chêne, voilà, d'un grec, Peirot, PLA, éprouver, le risque de se planter aussi, de souffrir, mais aussi de pouvoir éprouver, d'accéder à quelque chose de supérieur à soi. Donc, ça me semble assez juste. Deleuze. Non, mais Deleuze a dit, dans son ABCD, à cette phrase magnifique, la joie, c'est être présent à plus grand que soi. Bon, il dit la joie, nous dit l'amour. Et l'autre est toujours plus grand que soi-même. Sinon, pourquoi on aime? C'est pour se retrouver petit avec soi-même. C'est que l'autre est toujours plus grand que moi. L'autre, il sait plus que moi. Il a vu plus que moi, il connaît plus que moi. Ben oui, même s'il a 5 ans, que je rencontre l'autre, et il a vu des choses, il vit des choses que moi je vis pas. Il a toujours à m'apprendre. Mais Nietzsche le disait, encore Nietzsche. Bon, bref. On peut peut-être passer à autre chose. Ah, c'est bien. Moi, j'essaie de formuler, merci Jean-Pierre, j'essaie de formuler une question à partir d'un propos qui essaierait de dire pourquoi j'aime Jean-Pierre Simeone. C'est le refus des dualismes. Ta poésie, elle nous pose pas le simple et le complexe, la prose et la poésie, la pensée et le poème, faut oser politique de la beauté, faut oser théorie de l'amour. Voilà. Ça pourrait, des titres prennent la forme de l'essai. Ma question est la suivante. Il me semble que il y a une grande simplicité dans ta poésie, mais qui n'est pas une simplicité acquise, qui est une simplicité conquise. Il me semble que de plus en plus, tu proses le poème. La prose travaille le poème. Question un petit peu provocante. Pourquoi c'est pas plutôt de la prose que du poème? Qu'est-ce qui fait que tu continues à tenir au vers alors qu'il y a de plus en plus de prose? Simplement parce que, mais oui, c'est une bonne question, mais d'abord j'ai écrit de la poésie en prose quand j'étais très jeune, sous l'influence de Chartres. J'ai écrit des livres dans les années, bon, c'est de l'archéologie, dans les années 80-90. Et j'ai écrit beaucoup de recueils quand même en prose. Mais moi, je n'oppose pas les deux. Je dis que même le meilleur de la prose, c'est d'une prose poétique, c'est-à-dire quand la prose chante. Quand il y a à l'intérieur de la prose quelque chose qui est le fantôme du poème. Georges Perros disait aussi cette chose magnifique, tout grand roman cache l'évidence d'un poème. Et bon, je pense que je n'oppose pas les deux, mais en fait, non, je tiens au vers, et je me tiens le vers, parce que le vers, et même là, même s'il y a... Ce qui fait penser à la prose, c'est parce qu'il y a une pensée dedans, plus directement pensée qu'une sorte d'incantation, comme je ne sais plus écrire, etc. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de poésie, et il n'y a pas de prose qui vaille. Je pense comme je dis. En vrai, je porterai ou la prose, ou de Le Clésio, ou de Marguerite Duras, si vous voulez, opposé, ou de, on va dire, de Quignard, ou de Michon, qui sont des vrais poèmes. Parce que la fonction poétique, elle est dedans, et la fonction poétique, c'est le lyrisme. Excusez-moi de le redire, je sais que le lyrisme a été mal porté, mais moi j'y tiens, c'est la voix, c'est la vibration de la voix. Et la voix, c'est la vibration de l'humain. Quand il y a une voix dans un texte, c'est quelqu'un qui nous parle. Sinon, ça n'est qu'un texte. Yves Bonnefoy, encore Yves, salut Yves, quand Yves disait, le poème est moins un texte qu'une matière qui irradie sa lumière. Alors, il irradie sa lumière, moi je dirais qu'il irradie la vie, tout simplement. Qu'il irradie le son, c'était quoi? Il le disait, ça. C'est-à-dire, la poésie n'est pas un texte. Elle n'est que secondairement un texte. Votre attention, vous, tous et toutes qui travaillez sur le poème, n'oubliez pas que le poème, il y a une vie avant le poème, que disait Michel. Que le poème, c'est la vie. Que le poème a 2 sens, de justification. Moi, je passe ma vie à courir le monde et on m'invite à vente à gauche, au corps de la vie, mais je ne le ferai jamais si c'était... J'étais universitaire, je peux faire des cours sur l'hypallage et le chiasme et l'anaphore, mais je m'emmerde. Moi, j'ai qu'une vie et le monde brûle. Donc, ce dont je parle, c'est d'autre chose. Bien sûr que la poésie, heureusement qu'il y a des universités qui nous apprennent aussi ça, qu'il y a une diachronie, il y a une historicité, etc. Bon, d'accord, je ne suis pas véotien, je ne nie pas les savoirs savants. C'est comme on dit, n'est-ce pas, dans cet étrange pléonasme universitaire au savoir savant. C'est le savoir con, sans but. Enfin bref, excusez-moi, des fois je dis les choses comme je prends, tout ça. Donc,
Au fond, la question, elle est pour moi que il y a la poésie est la seule langue vivante. On parle tout une langue morte. Tout dans le monde entier, on parle une langue morte. Et la poésie est la seule langue vivante. Pourquoi? Parce qu'elle porte une voix, un souffle. Et c'est la voix et le souffle qui sont transcrits par le rythme, pour faire simple. Par le blanc. Par le fait qu'on coupe. Tout simplement, cette absurdité qui fait qu'on coupe. Alors ça, j'y tiens par-dessus tout. Et je tiens quand même que justement, mon poème, même là où il pense, jamais il ne perde le chant. J'essaie dans le poème j'essaie qu'il ne perde pas le chant. L'euphonie, oui, enfin, ce qu'on appelle la mélodie, et un souffle, un scansion. Et ça, j'y veille beaucoup. Je veille à ce que le vers soit un vers. C'est pas seulement, tiens, j'en ai marre, je suis à l'anime. Il y a un travail de fond. Je te rassure, Jean-Pierre, à chaque fois que je te lis, je vérifie que la coupe a un sens. J'espère en tout cas, parce que la poésie est écrite avec une grande précaution, comme on sait, non? C'est le seul moment de notre vie, quand nous parlons et quand nous écrivons, où nous avons une précaution pour la langue. D'ailleurs, quand vous avez une précaution pour votre langue, quand vous parlez, donc pour dire des choses qui ne sont pas passe-moi le pain ou à quelle heure par train, mais quand vous avez une précaution infinie, très grande, quand votre voix tremble, quand le silence vient avant le mot, alors vous êtes dans la parole poétique. Et c'est pour quand? C'est dans les paroles d'amour ou des paroles devant la mort, hein? Toutes les morts dont je parlais, symboliques ou réelles, n'est-ce pas? C'est-à-dire, à partir du moment où il y a l'enjeu de la vie intense, où vous existez, pas pour être étudiant ou faire ceci ou cela. Au moment où vous existez pour exister, vous rejoignez votre part d'humanité la plus fragile et la plus intense, la plus désirante, la part poétique de vous-même. Et moi, je suis convaincu parce que je suis passé au guichet avant vous, comme disait Cadou. J'ai eu tous les œufs et toutes les inquiétudes dans ma vie et je savais pas quoi faire, etc. Et j'ai bien entendu dans la poésie le diapason qui a permis de donner un sens à mon existence. Et j'ai dépassé depuis longtemps ma propre expérience parce que j'ai lu chez tous les poètes les arguments de ça. C'est-à-dire que par le diapason du poème, vous reprenez vie. Simplement, et que nous ne parlons véritablement quand nous parlons poème. Je veux dire quand la parole s'excède elle-même et quand elle échappe à toutes les assignations, n'est-ce pas, à toutes les injonctions, quand elle est libre parce que tellement ajustée à la liberté de la vie, tout simplement. Vous voyez ce que je disais, mon propos est politique. Croyez-moi, il est politique. Qu'est-ce que disait Victor Klemperer en 1938? Victor Klemperer, c'est ce juif allemand qui était sous le nazisme en Allemagne et qui s'est planqué. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il a pas fui, il est resté chez lui planqué, il ne pouvait pas sortir. Juif allemand, sous les nazis, en Allemagne, vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un énorme livre. Il s'appelle « La langue du Troisième Reich », qui parle pour aujourd'hui, qui dit tout du malheur aujourd'hui. Parce que tout se passe dans la langue. Parce que la répression de la vie est dans la langue. Et la langue dominante, la langue que même nous utilisons, car nous sommes des collaborateurs de cette langue de mort, malgré nous, et par force, par nécessité, puisque nous sommes inscrits dans un système social et que nous ne pourrons pas y échapper. Et que ça nous traverse partout. Et que la langue de mort aujourd'hui, je l'appelle la langue de mort, ça va vite, mais bon, vous comprenez de quoi je parle. Cette langue de mort, qui réduit tout du réel, qui aplatit le réel, qui le monosémise, pour tout dire, alors qu'il n'y a de réalité vraie que polysémique, évidemment. Alors cette langue-là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Et c'est elle qui sert l'œuvre de mort, qui éteint le réel, qui éteint nos vies, notre singularité, nos désirs, etc. Bon, elle a toujours existé, mais aujourd'hui, elle a des moyens extraordinaire. Elle a les moyens d'être la langue dominante de mort, d'être partout et de nous occuper au sens d'occupation militaire, n'est-ce pas? Elle nous occupe. Notre cerveau, notre conscience, on va dire plus que c'est. Notre conscience est occupée par cette langue, par ce qu'elle dit, parce qu'elle enjoint de comprendre du monde, du réel, de vos vies, que parlait tout à l'heure de l'amour, comme on parlait féminin. Apparemment, c'est anodin, sauf que tout est comme ça.
Tout ce que vous vivez, tout ce que vous comprenez passe par cette langue-là, qui est une langue combinatoire d'injonction et qui vous dit voilà ce qu'il faut penser et comprendre. Et cette langue, elle est monosémique, c'est ça son principe. Elle est monosémique, on la comprend tout de suite, elle est efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Victor Tempereur, il disait ceci, le principe de toute tyrannie, quelle qu'elle soit, mot à mot, le principe de toute tyrannie, quelle qu'elle soit, c'est la répression du questionnement. Qu'est-ce que c'est que la langue de Mordanjuka? C'est la langue de répression du questionnement. C'est la langue qui ne donne que réponse. Alors que la poésie, c'est la langue du questionnement. Tout poème est une question. Tout vers d'un poème est une question. Puisque tout vers d'un poème récuse l'assignation à une monosémie. Il n'y a pas un vers d'un poème que vous ne pouvez pas lire de 10 façons différentes. Puisque chacun d'entre vous même le dira de façon différente. Et que le poème le revendique. C'est impossible du sens. Le poème dit « Je suis tous les possibles du sens », quel que soit le poème. Encore une fois, que ce soit Virgile ou que ce soit Jacotet, peu importe. C'est pareil. Le principe même de la poésie, c'est de rendre la langue vivante, c'est-à-dire de lui restituer sa puissance d'expression de l'impossible, de ce qui n'est pas légitime, de la part cachée du réel, de la part manquante du réel. Alors vous voyez, le grand problème politique aujourd'hui, c'est que nous n'avons accès au monde que par cette langue qui nous bouffe de partout puisqu'elle est partout. Nos écrans, nos téléphones, etc., les radios, les télés, tout ce qui parle, une immense logorée dans laquelle nous sommes aujourd'hui tous enfermés. Nous sommes dans une bulle de langage. On n'a jamais autant parlé, ça c'est sûr, mais une langue morte qui ne dit rien de la réalité qui est la logique normale de ça. C'est Trump. Et c'est tous les extrêmes. Toutes les pensées, au fond, qui sont dogmatiques, parce que Trump, c'est un dogmatique aveugle, bien sûr, prêt. Il n'est pas con. Non, il n'est pas con du tout. Mais c'est la logique, vous voyez, la logique. Et qu'est-ce que disait Georges Bataille? Les poètes ont tout dit depuis toujours, sur ces questions-là, je vous assure. Parce que les poètes ont écrit sur la langue, tous écrits, de Mallarmé, et bien avant Mallarmé, d'ailleurs, chez les Grecs, etc. Bon, vous savez ça. Mais Georges Bataille a dit ceci, je ne sais plus exactement quand, du milieu du siècle dernier. Il a dit « Nous n'aurions plus rien d'humain, encore, vous voyez, mot à mot, nous n'aurions plus rien d'humain si le langage en nous était tout à fait servile. » C'est QFD. Aujourd'hui, le langage en nous, il est hors de nous, il est servile, mais en nous, il est servile. Nous sommes habités, nous voyons le monde à travers le prêt-à-porter. Oui, et le prêt-à-porter d'un langage qui a perdu toute origine. Un langage qui a perdu toute origine. Parce que la différence de la poésie, on en parlait, c'est le vers. Et le vers, c'est l'origine, c'est le souffle, c'est la voix, c'est l'incarnation. J'ai écrit quelque part, la veine bat au temple du poème. Le poème, quel qu'il soit, est une langue animée par le souffle et le sang de celui qui écrit. Son inscription, c'est pour ça que la langue de Montaigne est poétique. Ou de Rabelais. Ou toute langue, toute prose. Et c'est pour ça que même la langue la plus triviale, la plus vernaculaire, la plus banale, la langue du système même, peut de temps en temps être tentée par, ou est portée vers quelque chose qui relève d'une sublimation d'elle-même et qui tout d'un coup la ferait décoller, la ferait paraître bizarre. C'est le discours de Césaire à l'Assemblée, le discours de Simone Veil à l'Assemblée, le discours de Christiane Taubira à l'Assemblée, le discours de Victor Hugo à l'Assemblée, ou de Malraux quand il dit « Oh, que c'est Jean Boulin », mais il est ridicule, mais non. C'est-à-dire quelque chose là passe la convention, l'ordinaire de la langue morte. Vous voyez? Alors évidemment, c'est pas du poème, mais vous voyez que à partir du moment où quelque chose prend le pas dans la vie, dans la sensation, la pensée, l'incarnation, prend le pas sur le pur concept, alors on arrive à quelque chose qui est une dimension de la langue autre, plus haute. Et ça fait écho. Parce que ces discours dont je vous parle, ou Jaurès par exemple, ces discours, on en parle et on les relit. Et la pensée n'est pas que la pensée. Et c'est là que je reviens à la question. J'ai fait un grand détour pour y revenir. C'est Hofmannsthal qui donne la réponse. L'esprit déploie dans le livret des amis, achetez ça,
aux éditions de la coopérative, c'est Jean-Yves Masson qui a fait cette maison d'édition. Le livre des amis, c'est ses pensées à lui, des aphorismes, et puis des pensées de ses amis qu'il a pris. Il a été cherché à droite, à gauche, qui nourrissaient sa pensée. Alors, dans le livre des amis, il dit ceci, ça c'est de lui. L'esprit déploie sa plus grande force corps à corps avec le sensible. C'est la définition de la poésie. Le corps à corps avec le sensible. On a toujours pensé que la poésie, c'était que le sensible. Mais nom de Dieu, on se trompe. La poésie, c'est la pensée aussi. C'est l'esprit aussi. Mais corps à corps avec le sensible. Et trouvez-moi un équivalent. Il n'y en a pas. Dès que la pensée, l'esprit est dans un corps à corps avec le sensible, elle vibre. Et c'est une pensée qui porte aussi son poids d'incarnation, de corps, de chair, qui a sa mémoire, qui a ses blessures, qui a ses désirs. C'est Bachelard. Vous voyez la différence? Ou Nietzsche, quand il écrit Zarathustra. C'est pour ça qu'il va au poème. Il a tout compris, Nietzsche. Il a tout compris. Et Nietzsche est celui qui fait le plus dur procès, le plus vif procès du pur concept. Parce qu'il voit ce que Bonnefoy a repris magnifiquement, il voit le danger, la menace de concept. Bien sûr, le concept, c'est génial, c'est ce qui nous a fait, qui nous rend tous, qui nous donne un langage, qui nous rend vivants, qui nous a fait humains, enfin ensemble, qui a fait société en tout cas, n'est-ce pas? Mais le concept, c'est terrible quand il est tout seul. Quand c'est le concept pur, quand le concept qui perd la vie, qui perd l'inscription, quand il veut tellement être pur, le concept. C'est le désespoir des philosophes. Moi, je discute beaucoup avec des philosophes. La poésie est le désespoir des philosophes. Ils voudraient bien être poètes, tous. Ils jalousent les poètes. Bon, après, ils ont l'orgueil de leur concept. Mais vous voyez comment le concept, à un moment, ce qu'on peut reprocher au grand système philosophique, c'est de perdre le réel. Parce qu'ils sont plus corrects avec le sensible. Parce que s'ils sont corrects avec le sensible, ils sont impurs. Le concept impur, c'est pas un concept. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui. Et donc, pour ça que Bachelard est considéré comme... mais c'est un philosophe des poètes. Et il dit le monde à travers les poètes. Bachelard, mais il y en a d'autres, heureusement. Edgar Morin. Edgar Morin a quand même écrit un livre, L'amour et la poésie. Et un livre sur l'amour et la poésie. Et il dit comment il est nourri de la poésie. Vous voyez, à partir du moment où nos grands penseurs et nos grands gouvernants perdent le diapason du poème, ils perdent l'essentiel de l'humain. De ce qui leur permettrait de s'arrimer à l'humain. Pourquoi aujourd'hui on dit toujours, on n'arrête pas de dire, j'entends partout, moi je dis dans un monde sans frais, les gens disent ça parle, les politiques ils parlent, on dit ça depuis quelques dizaines d'années maintenant, ils parlent mais ils ne parlent pas de nous. En fait, ils voudraient bien, je crois qu'ils sont sincères et quand même, des fois ils vont dans les villes, ils vont au marché, comme on dit, etc. Mais la langue qu'ils utilisent, c'est la langue qu'ils utilisent, la langue technocratique, parce que légitime que pseudo-scientifique et technocratique, une langue de pur concept. Elle perd le réel, donc c'est une langue qui, et regardez, mais on le fait tous pareil, c'est cette langue qui nous domine aujourd'hui. Cette langue qui remplace la langue, la première, la vôtre, initiale, native, celle qui porte d'autres émotions, où chaque mot a encore des connotations, comme on dit savamment, mais enfin qui a encore une charge de vie, non? Regardez, on remplace le mot gare. La gare, c'est magnifique, les gares. Moi, j'adore les gares, des trains. Les gares, c'est tous les souvenirs d'enfance, non? La grosse locomotive, et puis, je sais pas, le grand voyage, et puis les mouchoirs on pleure, on aime, on rit sur les gares. Enfin, c'est quelque chose. Mais incroyable, on a peur des gares, c'est l'inconnu, c'est tout. Tout un imaginaire. Ouais, mais aujourd'hui, on dit plus la gare, on dit le pôle plurimodal. Qu'est-ce qu'il y a de votre vie dans le pôle plurimodal? On dit plus un banc public. On en a fait une chanson, hein. Il y a des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Vous connaissez ça? Bon, aujourd'hui, on dit du mobilier urbain. On dit plus une maison de vieux. Dans maison, il y a vieux dans maison de vieux. Maison et vieux. On dit EHPAD, qui est un non-mot. Vous voyez comment le langage perd la vie, écrase des choses, nous donne une représentation du monde et donc une compréhension du monde arraché au réel, où il n'y a plus la vie dedans. Et quelle est la seule langue qui redonne vie aux mots? Mallarmé la vie, aux mots de la tribu, la rue.
Vous prenez n'importe quel mot dans un poème, il revit. Et tout d'un coup, ce mot, il se dilate, il respire, le mot respire, il vous regarde, il respire. Et c'est pour ça que quand on dit un poème, on dit tous les mots. Alors que quand on parle d'habitude, on ne dit pas tous les mots. Hein. On ne les voit pas, les mots, de toute façon, on ne les entend pas, on ne les voit pas, ils nous emmerdent. Puisqu'il faut être rapide et se faire comprendre tout de suite. Alors, un des grands malheurs d'aujourd'hui, la répression du questionnement, la répression qui passe par la répression de la langue, la grande répression de la langue, c'est l'accélération de la langue. Eh oui. Mais l'accélération de la langue, elle est organisée. Vous comprenez, elle est bien organisée. Parce que les langues vernaculaires, les langues populaires, sont des langues associées à la vie. Et donc, elles tiennent leur temps. Le populo, il prend son temps. Surtout pour dire des choses essentielles, hein, évidemment. Mais cette langue-là, elle est emmerdante parce que elle n'est pas nettisable. La seule langue qui soit maîtrisable, c'est une langue monosémique. Un mot égale un sens. On aura noté. Et donc, aujourd'hui, la grande question, elle est que le combat, il est dans la langue. Je l'ai écrit il y a 20 ans déjà. J'ai écrit un truc que, je me rappelle, on m'a commandé ça à Paris pour le théâtre. J'étais au moment où il y a eu la grève du Festival d'Avignon. On m'a demandé un texte et j'avais écrit un texte qui commence par oui, ça va mal, je sais pas quoi. Et je dis, le grand problème, c'est la langue. Déjà, on est en train de nous destituer du seul lieu qui accorde. D'ailleurs, non seulement la langue qu'on parle tous les jours n'est pas poétique, ce qui est quand même assez normal. Si je vais chez mon boucher, je demande un beefsteak et puis voilà. Hein. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas toujours poétique. Mais le problème, c'est pas qu'elle soit pas poétique, c'est qu'elle est anti-poétique. C'est que la logique de la langue dominante est la répression du questionnement. La répression, si vous voulez, de la latence du sens. La répression de la latence du sens, la langue monosémique en tout, c'est quoi? C'est une langue dogmatique. Et la récusation regardez, la récusation du mouvement du sens, de l'inquiétude du sens, c'est magnifique, non? Quotient d'incertitude, si vous voulez. Dans le sens, la répression de ça, c'est la quotient de la vie, puisque la vie n'est que incertitude du sens. Aucun d'entre vous et aucune d'entre vous ici n'est réductible à un sens définissable, ni à 3, ni à 4 d'ailleurs. Hein. Ce qu'on voudrait que vous soyez, évidemment. C'est pas pour rien que vous avez une carte d'identité. On voudrait vous limiter à 4 items de sens. Oui, mais non, vous n'êtes pas réductible à votre âge et à la couleur de vos yeux, j'espère. Non, vous savez. Mais tout réduit le sens de tout. J'ai compris ça très jeune. Parce que j'ai entendu un poème à 7, 8 ans. Je l'ai raconté dans un essai, ça. Vous demandez comment on dit un poème. Bon, tout le monde dit comme ça à un moment. J'ai entendu un poème à 7, 8 ans. J'ai rien compris, mais je me souviens encore d'émotion. Parce que ce jour-là, je me suis dit, enfin! Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis pas dit à ce moment-là. J'étais complètement stupéfait, mais je me souviens de la commotion. Je sais bien que je ne le comprenais pas, mais j'étais complètement transporté. Eh oui, parce que justement, ça me sauvait, ça me vengeait du langage ordinaire. Mais cette intuition-là, tout le monde l'a quand on entend un poème. Hein. Sauf si on vous dit, qu'est-ce que le poète a voulu dire? Oh là, merde. Alors là, c'est terrible. Parce que comme on ne sait pas, alors c'est fini. Je ne saurai jamais s'il y en a qui savent et moi non. C'est pour ça qu'en France, 99% des gens disent faites pause. Alors que vous avez en Asie, vous avez par exemple en Corée du Sud, vous allez en Amérique du Sud, j'ai dit que les filles ont fait faire, vous allez dans le monde arabe, allez chez les Palestiniens, tout le monde dit de la poésie. Et comme ils lisent plus de poésie que de romans, hein, croyez-moi, le poète est plus important au Pérou, au Chili que le romancier. Et en Corée du Sud, n'en parlons pas, c'est des dieux vivants. Voilà, vous voyez le problème que nous avons. Bon, j'ai fait une digression sur, et vous voyez, moi, je suis intervenu. Ouais. Déjà, merci beaucoup. Moi, je ne me connais pas du tout. Je viens de te découvrir et je pense que je vais continuer à en chercher vos œuvres. Et j'aime dire souvent que le peuple s'exprime que les mots. Que les mots. Et merci, par lesquels tu as ressenti le Père, les esprits ont ressenti d'amour, dans le pays d'Aoli. Et si vous avez noté ce que vous avez rendu à un de nos étudiants d'ici. Alors, moi, j'ai une question pour vous, avec un regard ancien et un cœur nouveau, vous, qui avez fait deux époques différentes, vous voyez la vie autrement, la vie elle-même peut-être une poésie
qui disparaît. Comment est-ce que vous pensez que la poésie peut encore exister aujourd'hui et comment pensez-vous qu'elle peut aider notre monde aujourd'hui, sauver notre monde de tout ce qui se passe autour, l'injustice, la tristesse, la foi de... Parce que quelque part dans votre imposition, professeur, vous avez parlé de la poésie qui risque l'impossible. Et on sait qu'avant, les poètes étaient comme des prophètes. Et même encore aujourd'hui, comme Victor Hugo qui avait écrit à perfection, c'est passé avec Notre-Dame, à Notre-Dame de Paris. Donc, comment est-ce que vous percevez cette réalité-là? Comment pensez-vous que la poésie peut-elle exister et survivre encore dans... C'est la question la plus légitime que soit. C'est bien fait pour moi. J'ai écrit la poésie sur Valmont. Donc, évidemment, alors allez-y, mon mieux, hein, parce qu'il a besoin aujourd'hui. Quand j'écris la poésie sur Allemande, j'écris aussi, c'est le début de la première phrase. Première phrase, la poésie sur Allemande, si rien le sauve. Ce que je veux dire, évidemment, et le livre, un poème n'a jamais sauvé personne. Encore que, il y a des gens qui disent le contraire, qui disent que ça peut changer leur vie complètement. La rencontre avec un poème, j'ai entendu des gens, mais je ne veux pas affirmer pour ça, je ne veux pas affirmer à leur place. Mais un poème, évidemment, n'arrête pas un chat, il ne soigne pas le maladie incurable. Et ce que je veux traiter, c'est autre chose, évidemment. Et si on prend les choses très sérieusement, ce dont on parle de poésie. Et même pour répondre à votre question, comment elle peut nous aider aujourd'hui, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on entend par poésie. Alors je vais résumer une chose qui est complexe, puisque j'écris des essais, pour le dire, évidemment, mais on va dire en 2 mots. La poésie, c'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire, on réduit la poésie à son effet, à son symptôme, qui est poème. Et c'est ce que disait très bien Michel Finck dans sa présentation. La poésie, encore une fois, n'est que l'effet de quelque chose en dessous, avant, et ce quelque chose en dessous, avant, qui, de mon point de vue, est dénominateur commun à toutes les traditions poétiques, si divers, si même disparates dans leur forme, etc. Mais j'essaie de trouver le point commun à tout ce qui fait qu'il y ait poésie, plutôt qu'il n'y en ait pas. Et il n'y a pas de culture, de civilisation humaine où il n'y ait pas eu de poète, quel que soit le nom qu'on donne aux poètes. Il y a toujours quelque part des gens qui, dans une communauté humaine, quelle qu'elle soit, même la plus primitive, même dans les forêts d'Amazonie, etc., à chaque fois qu'on a pu, relisez les ethnologues, etc., qu'on a analysé une culture même très ancienne, on sait qu'il y a parmi eux un homme ou une femme, peu importe, une personne qui détient quelque chose du sacré de la parole. Et sacré, ça veut dire séparé en latin. Hein, c'est-à-dire une parole autre, une parole qui ne se compromet pas avec ce dont je parlais tout à l'heure, la langue dominante d'usage courant, dont le seul but est l'efficacité, la productivité et la rentabilité. Même la langue première du premier homme, quand je dis éteins le feu, fais gaffe au mammouth, c'est une parole de rentabilité. Hein. Ben oui, non, on comprend ce que je veux dire. Donc, partout il y a ça. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est ça que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui est le dénominateur commun de ça? Et je lis tous les poètes. D'ailleurs, j'ai écrit un petit livre chez en folio, une anthologie qui s'intitule La poésie à vivre. Ça va de Valéry en passant par Bousquet, par, je sais pas moi, Bobin, c'est un tas de poètes où je prends des passages de chaque poète qui disent un peu de quoi il s'agit, il fait. C'est en folio 3 €, si vous voulez, si vous le voulez, pour ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que la question? C'est, et bien sûr qu'il y a le poème, mais la poésie n'est pas d'abord un genre littéraire. Elle n'est que secondairement un genre littéraire. Et d'ailleurs, quand elle devient un genre littéraire, on se trompe, puisqu'on en fait dans l'objet d'études à l'université, ce que j'ai fait moi, hein, voilà. Mais à ce moment-là, on oublie, et il ne faudrait pas oublier, qu'elle n'est que secondairement un enjeu littéraire, un enjeu purement littéraire, de texte. Ce n'est pas la textualité, l'intertexte, je crois. C'est-à-dire, moi, je peux que venir ici au cœur de l'université, comme je l'ai fait dans d'autres universités, et d'une certaine façon, de façon paradoxale, dire bien sûr que c'est indispensable, mais ce savoir perd son sens si on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de poésie. Et à quel moment témoigne-t-on? Ben, il faut qu'on ait des profs poètes hein, pour que ça se sache. C'est-à-dire à quel moment témoigne-t-on que la poésie, c'est d'abord un acte de vie?
C'est d'abord ce qui justifie la course de Van Gogh. J'ai fait exprès de parler Van Gogh, hein, de Van Gogh dans les champs. Ou je sais pas, ou la folie de Camille Claudel, ou la folie d'Antonin Artaud, ou l'errance de Nerval à travers le monde, avant d'en mourir. Cette chose éperdue, au fond. Cette volonté éperdue de retrouver le sens premier intense de la vie. Je parle souvent d'intensité. Et c'est ça qui est pour ça le mythe d'Orphée. La poésie au cœur de la cité, le poète au cœur de la cité, il ne fait que nous rappeler que il y a un diapason qui devrait organiser, qui devrait être le point d'appui, disons, pour organiser notre existence individuelle comme notre existence collective, pour faire des choix fondamentaux. Et c'est ce diapason crucial qui fait de la vie un absolu et qui récuse l'avoir et le savoir comme valeur suprême, et le pouvoir encore plus. Le savoir, il vaut, et moi je suis un homme de savoir, à condition qu'on n'oublie pas que le savoir vient du latin sapere, et que le latin sapere a donné savoir et saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est qu'un savoir sans saveur? Il n'y a de vrai savoir qu'un savoir savoureux, corps à corps avec le sensible. Bon, donc, la question c'est qu'est-ce que c'est que la poésie? Une manière d'être, d'habiter, de s'habiter, comme dit Georges Perros. Formule fulgurante, parce qu'à mon avis, il renvoie les choses à une éthique. On peut faire de la poésie une esthétique. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie? Écoutez-moi, d'aller aujourd'hui à Gaza et de commenter, je ne sais pas, l'usage de la métaphore naturelle chez Darwish. Évidemment que ça n'a aucun sens. Alors qu'aujourd'hui, dans les bombes, dire un poème de Darwish, ça a un sens. Rien que le dire à l'autre. Et même un poème d'amour de Darwish, parce qu'il en a écrit beau. Et là, ça a du sens, parce que la personne qui le dit, elle retrouve une dignité. Elle retrouve une présence humaine. Et tout s'effondre presque. C'est comme Primo Levi qui dit Dante à Auschwitz. J'ai écrit un truc là-dessus. Moi, j'ai écrit un truc là-dessus parce que j'ai demandé une conférence. Et j'ai dit, mais on a oublié une chose, c'est que on connaît tous, si c'est un homme de Primo Levi, on dit c'est un témoignage fluturant, pas ignoble, évidemment, abject, enfin, pour ce que ça dit, évidemment, pas le bouquin, sur l'expérience, la répression de l'humain dans Auschwitz. Mais personne n'avait vu cette chose que moi je crois avoir vu et que j'ai jamais vu commenter avant. C'est que le chapitre central, alors regardez, c'est central. Le chapitre central dans Si c'est un homme, il s'intitule Le chant d'Ulysse. Tous les autres chapitres décrivent la façon la plus naturaliste, la plus objective possible, l'horreur. La sélection, tout ce qui fait que l'homme n'est plus un homme. Et comme ça, il raconte ce qu'on voit. Et tout d'un coup, au milieu, il y a le chant d'Ulysse. Quand même incroyable, non? Au milieu de tout ça, c'est rien que le titre. C'est choquant, non? Et en fait, il nous dit quoi de ce chapitre? Il dit qu'à un moment, il raconte un moment où, avec un ami français, il fait une corvée. Il est chargé d'une corvée où ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit d'étister, dans le carbide, et il risque leur vie à chaque instant. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son ami français ce qui lui reste en mémoire du chant d'Ulysse de la Divine Comédie de Dante. Primo Levi italien, évidemment. Hein. Et donc le plus haut d'Apollon. Et ça, c'est affirmé là, que les nazis ont raté. Ils peuvent les tuer, ils ont raté. Ils ont échoué à faire d'eux des animaux, comme ils voudraient, les loques humaines, puisqu'ils sont plus hauts que les nazis, puisqu'ils disent le poème de Dante. Et là, ils réaffirment par le seul fait de proférer le poème, qui est une parole qui n'a pas de sens immédiat, ils réaffirment leur humanité. Et c'est pour ça que redisait Georges Centrin, Robert Antelme, tous les grands récits de résistance, ils me disent la poésie est présente. Là où elle n'aurait plus de sens, elle est présente tout le temps, tandis qu'on se dit des poèmes à l'oreille, on les chante. Il dit d'ailleurs à un moment, Primo Levi, il y avait des chants yiddish, un poème en yiddish, sont chantés. Et même les petits
des gens qui ont rien à voir avec la poésie, même les plus athées, ils venaient. Parce que dans ce chant, c'est la poésie qui rappelle humanité. Donc, ce que j'appelle poésie, c'est ça, une manière d'être, d'habiter et de s'habiter soi-même, disait l'autre Georges Perrault, c'est une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. C'est une éthique fondamentale, mais une éthique et même un choix existentiel, et qu'on peut décrire. Parce que comme ça, c'est facile. Bon, mais c'est quoi, cette manière? Eh ben, c'est cet état de poésie dont parle Georges Haldas, dont parlent plein de poètes. Une autre façon d'habiter une autre façon d'habiter sa vie, soi-même. Et qui est, comment je la décris? Écoutez, j'ai pas le temps, il faudrait parler 3 heures. Il faut écrire beaucoup de livres. Mais j'essaie d'en parler dans mes livres. J'essaie de faire entendre dans mes livres ça, justement. Et on peut dire pour savoir ce que c'est, réfléchissez vous-même, vous trouverez. C'est l'exact contraire de la vie qu'on vous impose, que vous vous imposez à vous-même. Les actes contraires de toutes les valeurs dominantes aujourd'hui. Toutes les valeurs qui fondent nos sociétés, qui ont fondé même le cursus social, si je puis dire, depuis des millénaires. L'avoir et pouvoir. Et l'avoir et pouvoir, c'est la mort. Et les poètes depuis disent toujours, il faudrait organiser une communauté humaine, il faudrait organiser un destin humain individuel et collectif qui soit fondé non pas sur l'obsession de l'avoir, bien cuit, le pouvoir et donc toutes les dominations que le mot pouvoir immédiatement induit. Et il faudrait inventer un chemin humain, un chemin d'humanité dont la valeur première, suprême, inaliénable serait la vie pleine et entière. Mais pas la vie. Il faut voir l'exigence que les poètes donnent à ce mot. Vous voyez Rimbaud. Vous voyez tous ceux qui vont exploser tout ça. Même Hugo, qui est magnifique là-dessus. Hugo ou Vigny, moi je pourrais citer tous les poètes. Mais enfin, Ronsard, il nous dit quoi quand même? Je ne sais pas, il y a un vers de Ronsard que moi je trouve, je n'avais pas de le citer parce que on le lit tellement nettement. Et ce vers célébrissime de Ronsard qui dit comme ça dans un poème: vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Ben, il dit ça à quelqu'un qui vit, hein. Alors ça veut dire quoi s'il dit à quelqu'un qui vit de vivez? Il veut dire ce que dit tout poète, ce que dit tout poème, comme moi je dis livrez-vous du tombeau. Ben, c'est-à-dire ressusciter avant la mort. Après, je sais pas. Mais avant, on peut. La grande question, c'est qu'on n'est pas en adéquation avec la vie. Et que moi, je crois que la poésie, et Bonnefoy le dit magnifiquement, j'ai à côté pareil, on n'est jamais en adéquation avec lui. Nous passons notre vie à côté de notre vie, à côté de nos ponts. On marche à côté de la vie. Et le poème, c'est réajustez-vous à la vie. Mais c'est exigeant, hein. Ça veut dire relativiser tellement de choses. Et oui, parce qu'il y a ceux qui vous disent, vous avez réussi votre vie si vous avez une montre Rolex à 50 ans. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous êtes trop jeune pour... Mais il y a un grand homme politique qui est président de la République même, qui a dit ça. On a réussi sa vie quand on a une montre Rolex à 50 ans. On a beaucoup à pas avoir réussi notre vie, hein. Sauf que je connais plein de gens qui ont 20 Rolex, il y aura des vendus. D'ailleurs, je dis à des jeunes de lycéens qui rencontrent, je leur dis qui font comme idole ceux qui ont tout, l'avoir et pouvoir, mais avant le pouvoir que John Tillot. Dans l'attribut le plus voyant est l'image, n'est-ce pas? On croit d'être vu, ça veut dire qu'on a du pouvoir. Évidemment que non. Ce qui d'ailleurs permettait d'analyser tous les malentendus sur les réseaux à propos des réseaux sociaux. Oui, il y a quand même, moi je veux dire jeunes quand même, vous voyez, il y a des gens que vous admirez beaucoup, qui sont très riches, qui ont des grandes villas à Los Angeles, qui ont des gens pleins d'argent, vous savez, plein comme vous n'en aurez jamais imaginé qu'ils payent ça. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils vont dans des suites palaces à 10 000 € la nuit, 20 000 € la nuit d'ailleurs, etc. Bon, ils ont tout. Et pourquoi parmi ceux-là, tous les mois, il y en a un qui se suicide? Tous les mois. Un grand chanteur, une grande vedette du cinéma, tous les exemples abondent. Que bien, c'est la preuve toute bête que si ça suffisait si c'était ça, réussir sa vie, enfin, être heureux, on va dire, n'est-ce pas? Alors, c'est pas le cas, n'est-ce pas? Il suffirait d'un pour annihiler, de toute façon, la vérité. Bon, enfin, c'est les choses toutes bêtes comme ça. Mais la poésie, elle dit ces choses toutes bêtes. Et elle répète ces choses toutes bêtes. C'est-à-dire que il y aurait une manière d'habiter sa vie, d'habiter le monde,
il serait la plus juste. Et laquelle c'est, mais écoutez, les poètes sont pas des dogmatifs, je suis pas un gourou, moi, aucun poète ni un gourou, il vous dit pas comment. On n'est pas féminin, nous. On vous dit pas en 3 poèmes comment vivre. Le poème, c'est simplement rappeler la question. Rappeler la question. Sans cesse. Et rappeler les enjeux. Et faire voler en éclats en faisant simplement par intuition, par expérience au sens de laisser profond en soi, l'expérience de cet or perdu de la vie que j'appelle, comme ça, cette chose qui est cette vibration en nous, qui nous rappelle la vibration des moments cruciaux de l'existence, le geste d'amitié, d'amour, de simple stupéfaction devant le ciel ouvert le matin à la fenêtre. Ou quand on est tout nu dans un champ, si on pouvait être tout nu dans un champ, traversé par le vent, giflé par la pluie, où là, on reprend conscience qu'il n'y a qu'une chose qui compte, pour nous tous, au fond, irréductible, et la seule irréductible, c'est l'île. C'est le seul bonheur qui nous soit donné profondément. Et que ce bonheur-là, on peut y travailler. On travaille au bonheur, on travaille à la voix. Ça sera qu'à plein rat, à plein cœur, à plein cœur. Et que le plus gros du travail, c'est l'amour. C'est une ouverture à l'autre. Et que tout ce qui recule de ça, c'est la mort.